Alors que lui-même va se défendre, vous le rappelez aussi dans ce livre, Georges Kirchmann, dans ce DVD, va se défendre en accablant celui qui provoquait un coup de théâtre en apparaissant à la barre des témoins le 3 août 1945. Mais un témoin nouveau va pouvoir être entendu. Une vraie vedette cette fois. Rien moins que Pierre Laval, remis par les Américains aux mains de la France. Il y avait longtemps que les Français n'avaient pas revu cette figure sinistre des mauvais jours. Laval, l'avocat des mauvaises causes, va plaider le dossier Pétain. Le procès Pétain, dit-il, c'est un peu le mien. Et c'est le sien, en effet. Pétain, Laval, les deux noms sont liés. Liés par l'assassinat de la République. Liés par Toulon, par la déportation, les cours martiales. Liés par Buchenwald et Dachau. Liés par la mort des patriotes. Liés par les fameux mots qui ont fait la gloire misérable de Vichy. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Alors, la comparution de Laval devant la haute cour, ça a été le grand moment d'un procès qui a été parfois un petit peu ennuyeux. Alors là, quand Laval apparaît à la barre des témoins, ça a été un très grand moment, d'autant plus, vous le rappelez aussi, qu'il apparaît comme témoin à décharge et il va plutôt charger Pétain. Laval va être tout naturellement très habile. Il ne va jamais dire clairement du mal du maréchal, mais simplement il va associer sa personne et son action à la personne et à l'action du maréchal, en soulignant que tout ce qui a été fait d'un commun accord entre eux. D'ailleurs, c'est vrai que le maréchal avait dit qu'il était la main dans la main avec celui qui dirigeait le gouvernement, avec Laval lui-même. Et même sur quelque chose de très significatif, la déclaration de Laval, je crois en la victoire de l'Allemagne, qui va nous mettre à l'abri de l'arrivée du communisme, eh bien, il a été établi clairement au cours du procès que le texte de cette déclaration que devait faire Laval avait été soumis au maréchal lui-même. Dans le projet, il y avait « je crois et je souhaite la victoire de l'Allemagne » et Pétain s'était contenté de supprimer les mots « je crois » en disant à Laval « vous n'êtes pas un chef militaire, vous n'avez pas d'opinion à avoir là-dessus » et tout le reste du texte lui avait paru naturel. Alors ça, je veux dire, c'est illustratif, mais d'une manière générale, c'est là qu'est l'habileté de Laval, c'est de rappeler qu'ils ont formé un duo qui a toujours chanté la même chanson. Laval, en tout cas, qui va servir, parce que Pétain est offusqué par ce que dit Laval, il le dément. En fait, il se sert de Laval comme d'une espèce de bouc émissaire, tandis que lui, Pétain, affirme qu'il a joué un double jeu, qu'il encourageait secrètement la résistance et souhaitait la victoire alliée, même si il avait affirmé le contraire lorsqu'en 1942, Pétain intervenait à la radio pour demander à l'armée française d'Afrique du Nord de résister au débarquement anglo-américain et stigmatiser les officiers français qui s'étaient mis dans le camp des Alliés. En fait, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers, soldats de l'armée d'Afrique, n'obéissez pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. Dans l'intérêt de la France, j'ai décidé d'accroître les pouvoirs du président Laval pour lui permettre de remplir une tâche difficile. L'union est plus que jamais indispensable. Je reste votre guide. Vous n'avez qu'un seul devoir, obéir. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égons, de servir et de suivre tes pas. Et l'on entend évidemment Maréchal nous voilà chanté par Henri Jossy en 1942 au moment de ce débarquement en Afrique du Nord, pendant lequel, on l'a vu, Pétain, au lieu de discrètement encourager les alliés ou les officiers sous ses ordres qui seraient passés sous ceux des Américains, au contraire les accable et demande aux troupes françaises qui sont en Afrique du Nord de résister aux Américains. Là, il n'y a pas de double jeu. Oui, alors il faut souligner une première chose, c'est que la politique de collaboration, elle a été mise en œuvre pas seulement avec le concours de Laval, mais avec le concours de l'amiral Darlan, qui a succédé à Laval. Darlan. Oui, Darlan, excusez-moi. Oui, Darlan étant le chef de la milice, Darlan, l'amiral, qui a dirigé le gouvernement après Laval, après le premier départ de celui-ci en décembre 1940. Alors, ce que les défenseurs
de Pétain vont essayer de soutenir, c'est qu'il avait envoyé un télégramme secret à l'amiral Darlan, justement, l'encourageant à résister. Mais ce télégramme, en fait, tel qu'on le cite dans le procès, est complètement tronqué, et plus tard, le général Schmitt, agissant comme un historien ayant accès à tous les documents restés secrets jusque-là, montrera que quand on rétablit le télégramme dans son contenu entier, on s'aperçoit qu'effectivement, Pétain encourage les troupes qui sont en Afrique du Nord à résister au débarquement allié et ne les encourage nullement à se rallier à ces troupes libératrices. Ces avocats, les avocats de Pétain, ont aussi affirmé qu'au fond, pendant la guerre, ça c'est toujours la fameuse thèse du bouclier et de l'épée, il aurait secrètement encouragé De Gaulle, qu'il aurait eu des contacts discrets avec lui et avec les gaullistes. Oui, alors ça ne tient pas debout. Il y a toujours des gens pour expliquer qu'ils avaient été chargés ou qu'ils se sont chargés eux-mêmes d'une mission de contact entre Pétain et les gaullistes. Enfin, il faut quand même rappeler que c'est le maréchal qui a fait déclarer par contumace, condamné à mort le général de Gaulle, qu'il a écrit de sa main un brouillon qui a été lu au cours du procès et dans lequel il disait qu'il fallait lutter contre le vent mauvais qui faisait croire qu'il était en communion de pensée avec les gaullistes. Chaque fois qu'il s'est manifesté lui-même, ça a toujours été contre De Gaulle, contre la résistance. Il y a ce texte justement lu par le président Mongibaud, ce projet de discours du maréchal Pétain qui avait été trouvé chez le Ménétrel, qui était le médecin ami personnel de Pétain, et qui dit « Les nouvelles qui m'arrivent de l'extérieur signalent un mal qui se répand dans nos possessions d'outre-mer. Ce mal s'appelle le gaullisme, du nom de l'ex-général français de Gaulle. » Bon, ça montre bien qu'il n'y avait pas de complicité. Les défenseurs se sont mis à crier, mais une tentative n'est pas un crime, ce message n'a jamais été lu. C'est peut-être vrai, seulement ce message est bien de la main, même si ça n'est qu'un brouillon, du maréchal. Alors le maréchal, je le rappelle, haïssait le mensonge qui avait fait tant de mal aux Français. On peut donc penser que ce qu'il a rédigé là, c'est sa pensée à lui. Ça n'est pas un subterfuge. Alors il y a, évidemment tout ça est assez accablant, de même d'ailleurs que le réquisitoire justement de Mornay, du procureur général, qui effectivement demande la mort, considère que Pétain a constamment, cite d'ailleurs un texte de Pétain, une lettre de Pétain à Hitler qui écrit, Pétain, « Sur les chemins de la haute civilisation, le peuple allemand et le peuple français sont assurés de se rencontrer et d'unir leurs efforts. C'est le vœu sincère et profond que je forme en vous priant, monsieur le Führer chancelier, de bien vouloir agréer les assurances de ma très haute considération, signé Philippe Pétain. » Ça aussi, c'est assez accablant, cette correspondance entre Pétain et Hitler. C'est tout l'intérêt d'un procès, c'est de révéler à ces Français qu'ils ont effectivement été les dupes d'un maréchal dont ils ne voyaient que l'aspect rassurant et dont ils ne voulaient pas voir ou dont ils n'avaient pas les moyens de voir la politique active de collaboration avec Hitler. Alors c'est donc à l'issue d'un très long procès que le procureur Mornay demande la peine de mort pour celui qui fut, dit-il, le maréchal Pétain. Et c'est l'heure du réquisitoire. Le procureur général Mornay, qui fut le lieutenant Mornay du temps de Clémenceau, requiert pour Pétain la peine qu'il requérait pour les traîtres à l'autre guerre, la mort. Tour à tour, maître Isorni, maître Lemaire et le bâtonnier Payen présentent la défense de celui qui fut le maréchal Pétain. C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable? Quel sera le sort de Pétain? Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. Et la peine de mort sera en effet prononcée par 14 voix contre 13. Les jurés étaient très partagés, Georges Kiechmann, vous le rappelez. Oui, d'ailleurs, lors de la récusation de ces jurés, qui précède évidemment la phase active du procès, les défenseurs de Pétain n'ont peut-être pas su que l'un de ces jurés était communiste et aurait toute raison de voter la mort. Peut-être aussi qu'il y a eu des maladresses dans la défense par la vanité du bâtonnier Payen, par exemple, qui a voulu replaider derrière Isorni, qui avait réussi, malgré la difficulté de sa tâche, à être assez émouvant et à appeler à la réconciliation nationale,
une plaidoirie qui pouvait être comprise par les Français, parce qu'il y avait un sentiment vague de culpabilité collective tout au long de ce procès. Les Français savaient bien qu'après tout, ils avaient longtemps adhéré à ce que leur disait le maréchal. Donc la peine de mort a été votée. Je crois que le général de Gaulle y tenait, tout en ayant fait dire que, bien entendu, il gracierait. Pourquoi? Parce que la peine de mort, c'est une condamnation morale absolue, c'est pas l'exécution même de la peine qui compte, et condamner à mort le maréchal, c'est par la même occasion affirmer avec force la légitimité du seul mouvement qui compte, le mouvement gaulliste qui a rétabli la République. Peine commuée justement par De Gaulle en détention à perpétuité, et Pétain mourra 6 ans plus tard à Lisieux à 95 ans en 1951. Comment expliquer tout de même cette indulgence dont n'ont pas bénéficié ses subordonnés? Je pense à Laval, condamné à mort et fusillé, et beaucoup de sous-fifres, des miliciens ou d'autres. Georges Kiegemann. L'indulgence qui a consisté à ne pas exécuter la condamnation à mort, on peut quand même la comprendre. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'âge du maréchal. Bon, il est vrai rentré dans une période de sénilité plus accentuée que celle qu'on lui prêtait à l'époque où il gouvernait effectivement. Il y a le fait qu'il a un passé glorieux, qu'on le veuille ou non. Il est rattaché à Verdun, une réputation d'humanité pendant la guerre. Il a été associé à cette grande victoire de 1918. Et puis, il y a peut-être aussi cette conviction que précisément la responsabilité de Pétain a été en quelque sorte tolérée par l'ensemble des Français et qu'il faut trouver le moyen de les unir le plus possible, d'oublier la fracture de l'occupation, de ces années terribles. C'est l'amorce d'une tentative de réconciliation entre les Français. Et pourtant, on n'est pas oublié, on en parle encore de ce procès, plus de 60 ans après, Georges Kiegemann. On a raison d'en parler. D'abord, Pétain lui-même disait que quelle que soit la condamnation des jurés, c'est la postérité qui le jugerait vraiment. C'est d'ailleurs pourquoi il est utile que nous en parlions encore aujourd'hui. Et c'est utile parce que c'est le rappel sans cesse que la République, ça n'est pas s'en remettre à un homme et que celui-là avait vraiment usurpé les pouvoirs de la République. Merci Georges Kiegemann de nous avoir donc rappelé ce procès Pétain qui fait partie des grands procès de l'histoire que vous racontez dans un coffret contenant 2 DVD et un livre coédité par les éditions Montparnasse et Des femmes dirigées par Antoinette Fouque. Vous avez pu entendre des extraits des archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, présenté par Marc Ferraud en DVD INA Nouveau Monde. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.